Épisode 17, la poudre aux yeux. Ça va, Sarah ? Je suis très stressée. Ouais, mais il n'y a aucune raison de stresser, d'accord ? Okay. On est un terrain ami. Est-ce que tu es bien installée ? Oui, je suis parfaitement installée. C'est très confortable, merci. T'as un peu d'eau à côté de toi. Oui. Je pense que pendant l'interview, je vais te vouvoyer. D'accord, ok, voilà, très j'aime bien. Mais bon, si jamais au glissot, tutoiement pendant l'interview, tu t'en fous. Et puis voilà, on va essayer de pas trop monter. Généralement, le principe, c'est qu'on garde le plus possible la conversation brute. Ok. Mais s'il y a quelque chose qui te gêne, que tu veux enlever ou tu veux te reprendre, évidemment, t'hésites pas. C'est ton interview, il faut que tu te sentes super. fière et contente en sortant. Ok. Génial. Bon. Parti ? Ouais, c'est parti. At Sierra, discover top workout gear at incredible prices, which might lead to another discovery. Your headphones haven't been connected this whole time. Awkward. Discover top brands at unexpectedly low prices. Sierra, let's get moving. Elle est en place. C'est la poudre. Tiens, on a découpé une femme en morceaux rue de la bienséance à 2 pas du chat. Tiens, on a découpé une I am a feminist. Je vous obsède avec une constance Je ne suis pas conduit qui appelle quand même l'admiration. d'une façon conforme à ce qu'on attend d'une jeune fille d'abord et d'une femme ensuite. I'm sorry that I didn't become the world's first black classic pianist. Bienvenue dans La Poudre, une conversation intime, profonde, avec des femmes artistes, activistes, politiques, des femmes inspirantes, des femmes puissantes. Sarah Trey-Stéphanie, vous êtes comédienne, humoriste et chanteuse. Ça fait plusieurs années que vous écumez les scènes du stand-up, mais si le public de La Poudre vous connaît, c'est pour ce coup d'éclat magistral qui s'est produit il y a maintenant tout juste 1 an à Chaumont. Vous avez dénoncé sur scène votre agresseur. Moi, Sarah, ce qui m'a toujours touchée chez vous, c'est que vous n'avez jamais caché vos failles. Vous vous révélez au public avec votre maladresse, avec votre timidité, avec vos doutes. Et vous avez aussi contribué à mettre dans l'espace public une notion encore mal connue, celle d'hypersensibilité. Alors, si vous êtes d'accord, Sarah, on va revenir un peu en arrière. C'est le principe de l'émission. On vous parlait comment quand vous étiez petite ? Attendez, c'est une très bonne question. C'est une question qui déroute parfois. En fait, ce que j'essaye de comprendre, c'est quel type d'éducation vous avez reçu, c'est ça, vos parents vous ont transmis comme injonction, comme. Je saurais pas dire. En tout cas, je sais que j'essayais d'avoir des rapports très intimes avec mes proches. Enfin, j'étais tout le temps dans la taquinerie et à la fois j'étais une enfant assez timide, mais pas avec mes proches. Bah, ça fait penser à l'humour. Mais c'est ça. C'était un endroit où j'avais envie qu'on aille un peu plus tard dans l'interview, mais c'est intéressant de choisir l'humour pour dépasser peut-être certaines barrières, justement liées à la timidité, à la sensibilité. Vous l'avez compris, en fait, déjà petite ? Oui, en fait, c'est-à-dire que j'étais tellement timide avec les gens que je ne connaissais pas qu'au bout d'un moment, en goûtant au théâtre quand j'avais 11 ans et plus précisément à l'improvisation, c'était une manière de se dire, de toute façon, je n'ai rien à perdre, en fait. J'ai tellement pas ma place que je m'en fous. Et c'était une manière vraiment de toujours, tous les jours, se jeter dans une piscine d'eau glacée et de se dire, rien à foutre, je saute. De toute façon, qu'est-ce qu'il y a ? Je suis pas intégrée, donc... C'était du lâcher-prise, peut-être ? Ouais, complètement. Et c'était vraiment jouissif, quoi. Mais ça, je l'ai trouvé grâce à l'improvisation. Parce qu'enfin, il y avait une scène où je pouvais tester des trucs et les gens riaient. Et être vous-même. Ouais, être moi-même, exactement. C'était quel genre de femme, votre mère ? Ma maman était très très douce, toujours. Elle est hypersensible aussi, donc elle ressent les émotions avec une très très grande intensité. Ouais, dès que je pense à ma mère, je pense à la peau de son cou, tout doux. J'aimais trop lui faire des petits bisous dans le cou, mais c'est peut-être trop intime de dire ça. Mais l'enfance, ça me rappelle ça. Quelqu'un qui prend soin des gens, qui a beaucoup 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 d'humour aussi, énormément de second degré. Il y a eu des périodes où ça a été difficile parce que 2 hypersensibles, ça peut faire des étincelles. On essaie de pas blesser, mais on est blessé. Du coup, on peut être dans la colère. Du coup, la communication n'est pas meilleure quand c'est 2 hypersensibles qui parlent entre eux, quoi. Ouais. Alors, il y a une thématique qui est peut-être un peu difficile et je suis vraiment désolée de la soulever. Vous avez souffert, adolescente, de troubles du comportement alimentaire. Ouais, tout à fait. Est-ce que vous seriez d'accord pour nous dire comment ça a surgi dans votre vie et peut-être comment vous les avez apprivoisés au fil du temps ? Bien sûr.
En fait, je sais pas si ça a un rapport, ça c'est l'histoire que je me suis racontée, mais mes parents se sont séparés quand j'avais 7 ans. Et en fait, l'année d'après, j'étais dans la maison de campagne de mes grands-parents et on venait de finir de manger et je me dis putain, j'ai encore faim. J'ai pas faim, mais j'ai envie de manger encore. Donc je suis allée dans la pièce que ma grand-mère appelle le cellier et je suis allée prendre un Kinder Bueno et je suis allée me cacher pour le manger. Et je me suis dit, c'est pas normal. Parce que avant, quand j'étais petite, il y avait des placards remplis de goûter, mais j'en prenais quand j'avais faim, mais je me cachais jamais. Et là, je me souviens de vers le garage, à bouffer mon Kinder Bueno et me dire, putain, c'est pas normal. Et à partir de là, j'ai commencé à prendre du poids. Mon entourage m'a dit, t'es en train de grossir, faut que tu fasses attention. C'est là où on commence à dire, ça serait bien que tu fasses un régime. Quand on va chez le médecin, on nous pèse. On a l'impression d'être un animal, du bétail. Et puis le médecin et nos proches commentent notre poids. Et c'est à partir de là où en fait j'ai commencé à faire des restrictions, à me dire, ok, je vais manger que des pommes. Enfin, je l'ai pas vraiment fait parce que j'arrivais pas, j'avais la dalle. Mais il fallait que je me fasse du bien. Donc quand je me faisais du bien, c'était un soulagement, mais tellement fou. Et c'était comme de la drogue. C'était d'une violence et j'en suis sortie toute seule et j'en suis très fière. Mais je sais que c'est juste à côté. Je peux repartir très vite, mais je m'en empêche. En tout cas, vous avez bien décrit ce processus de grossophobie ordinaire qu'on subit dès l'enfance. Enfin, le fait que les proches jugent votre corps, la façon dont vous l'avez formulé, ça me semble très... On voit la dimension politique, en fait. C'est le regard extérieur qui vient vous, finalement, accorder votre valeur, quoi. Ouais, tout à fait. Et du coup, j'ai tout le temps détesté mon corps, alors que je l'aime, quoi. Je sais pas comment dire, je suis contente Mais encore aujourd'hui, le matin, quand j'ai trop mangé la veille, je me dis, putain, mais t'es vraiment conne, tu t'es gavée. Et c'est très compliqué. Et aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, je suis encore dans le truc de me dire, ok, dans 2 mois, il faut que j'ai perdu 7 kilos en moins. Et toute ma vie, c'est comme ça. Et je pense que ça parle à beaucoup de femmes, parce qu'on n'est jamais assez bien, en fait. À 80 ans, on se dira, bon, j'étais pas si mal avec mes 5 kilos en trop, entre gros guillemets, parce que c'est jamais en trop, quoi. Évidemment, c'est une construction sociale aussi, que qualité égale minceur, valeur égale minceur. On sait très bien que c'est quelque chose qui est tout à fait lié à l'industrie capitaliste, et aux injonctions sexistes. Comme si on devait être légère. C'est ça. Pourquoi pas prendre on de devrait place. être frêle. Exactement. Sarah Trey-Stéphanie, vous êtes née femme ou vous l'êtes devenue ? Mais je le suis devenue à 10 000%. À 10 000%. Quand j'étais petite, je me souviens, j'avais fait une sieste, je me suis réveillée et je me suis rendu compte que j'étais pas un petit garçon. Et je me suis toujours sentie petit garçon quand j'étais petite. Toujours. Je me souviens, je faisais des petits clins d'œil à mes copines de classe et tout. Et elles me regardaient genre, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Mais j'ai toujours eu ce truc très masculin en moi. Et du coup, j'ai dû apprendre à être femme parce que quand on était à la piscine, parfois je faisais des gestes, des machins. Ma mère me dit, non mais Sarah, maintenant tu peux plus prendre ces positions-là. Maintenant tu commences à être une femme. Et j'étais vexée qu'on me dise ça parce que ça voulait dire que j'étais pas assez une femme. Puis j'ai tout le temps eu des comportements. Mais c'est même pas des comportements de garçon, c'était moi, quoi. C'était moi et je répondais pas à la féminité. Et aujourd'hui, je fais très attention à être femme, pour être aimée, pour plaire aux hommes. C'est hyper important pour moi. Et quelle perte de temps, c'est tellement long. Et quand je suis à Longefond, dans mon petit village, c'est la maison de ma grand-mère, je dois commander des bûches, je dois les ranger, les soulever. C'est là où ma graisse, littéralement, me sert, parce qu'il fait très froid. Et mes muscles, que j'en ai beaucoup aussi, qui sont pas très féminins, me servent. Tout prend sens quand je suis là-bas et quand je suis loin de Paris, des réseaux, de tout ça. Et voilà. C'est très beau. Ça me parle beaucoup. Et justement, il y a un autre endroit, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est vrai que l'humour, c'est pas le lieu où les femmes sont attendues. Le fait de parler fort, de dire des conneries, de faire rigoler la galerie, c'est quelque chose qui est plutôt bien, toléré chez les petits garçons, alors que on va plutôt demander d'être plaisante, d'être mignonne et de rire aux blagues des garçons. Est-ce que c'est pas quelque part cette masculinité intérieure que vous avez qui vous a poussé vers ce... Ah mais ouais. Complètement. Parce que quand je fais des blagues, c'est vraiment dans le corps, dans l'incarnation. C'est plus dans l'incarnation que dans les punchlines. Et il y a toujours des réactions, des gens qui disent « mais c'est pas féminin ». Dès que j'ai commencé à aller sur ce terrain de l'humour, à incarner ce truc un peu masculin / humour, ça a dérangé. Et d'ailleurs, quand j'ai fait donc mes vidéos Bonjour au tout début,
c'est des personnages où je me grime vraiment et j'essaie que ce soit ultra réaliste. Mais du coup, j'incarne des profs de chant de 70 ans qui sont pas très belles, je ne suis jamais mise en avant dans ces vidéos. Et du coup, il a fallu que je me dise, vas-y, ok, je me check moi-même pour me dire, je vais pas plaire aux mecs, mais c'est exactement ce que je veux faire. Raconter des personnages qui sont pas beaux, mais qui sont drôles, et c'est ça l'humour que j'aime aussi. Ça vous permet encore un lâcher-prise, le même lâcher-prise que vous décriviez enfant. Ouais, mais c'est dur, et là, j'ai de plus en plus de mal sur les réseaux j'essaie de poster des photos où je suis jolie, où je suis désirable, parce que je sais qu'on attend ça de moi aussi, quoi. Je sais que c'est ça qui va plaire aux hommes, mais comme à l'industrie au plus large, c'est ça qu'on attend aussi. Mais moi, je pense que vous l'avez trouvé, votre façon de faire. Ah ouais. J'ai l'impression, ouais, vous avez mis le curseur au bon endroit. Enfin, en tout cas, quand je vous regarde sur Instagram, moi, je vous trouve super. Alors, je voudrais parler d'une période. Donc, vous avez étudié au cours Florent. Oui, c'est ça, oui. Et votre carrière de comédienne a mis peut-être un petit moment à décoller, comme ça arrive souvent au début de carrière de comédienne. Donc, vous avez passé un moment à enseigner. Ouais. Quels souvenirs vous gardez de cette période ? C'était long. C'était très long. Parce que je suis très impatiente. Et en fait, il y a eu deux choses. C'est-à-dire que mon prof m'a dit, je te verrais bien être dans la pédagogie. Et comme d'hab, c'est vraiment ma philosophie, je m'en suis rendu compte, c'est que je dis oui de prime abord. Et ensuite, je me dis, je réfléchirai. Mais je me suis toujours éduquée à dire oui. Alors d'un côté, on pourrait dire, c'est cool, comme ça, tu loupes pas des occasions. Mais c'est aussi la facilité. Et ce qu'on demande aux femmes, c'est de dire oui tout le temps. Bien sûr. Donc j'ai dit oui. C'était hyper frustrant, parce que j'avais envie d'être à leur place. J'avais envie de leur dire, non, écoute, c'est pas comme ça, tu me laisses, je fais le stage, regardez-moi. Un truc d'égo, peut-être. Et donc, vous aviez cette envie de monter sur scène, et votre premier one-woman show, excusez-moi de vous déranger, est arrivé peu de temps après. Ouais. Moi, à l'époque, j'avais été marquée par le titre. Ah, ok. Excusez-moi de vous déranger, j'y voyais une démarche vraiment politique, parce que en tant que femme, on s'excuse à peu près tout le temps. Ouais, c'est clair. Est-ce que c'était ça que vous avez cherché à dire à l'époque, à travers ce titre-là ? J'aurais aimé. Parce que c'est très très bien. Alors que c'était premier degré, vous étiez vraiment en train de vous excuser. Oui, mais bien sûr, c'était premier degré. C'est qu'en fait, c'était premier degré. Je me suis rendu compte que toute ma putain de life, je m'excusais. Et de vivre, d'avoir 2 kilos en trop, de machin. Et je me suis dit, vas-y, mais c'est exactement le titre. Alors, ce qui m'a aussi marqué, c'est qu'ensuite, vous avez monté un spectacle avec votre ex-compagnon, qui a été en fait co-réalisé par 2 hommes. Alors, on est dans la poudre, j'essaye de pas trop citer les noms d'hommes, donc si vous voulez y aller, voilà, mais moi, c'est pas moi qui vais dire leur nom. Et je me suis demandé si, après, depuis le début de l'interview, on le sent un peu transparaître. Il y avait à ce moment-là encore ce besoin d'un regard masculin pour vous donner la légitimité de monter sur la scène. Ah ouais, mais complètement. C'est-à-dire que je n'ai jamais pensé une seule fois que la personne qui me mettrait en scène serait une femme. Parce que même moi, j'ai intériorisé qu'un homme le ferait mieux. Et ça me fait penser, j'ai consulté déjà des psychologues, et pareil, en fait, je cherche tout le temps des hommes. Comme ce truc du paternel qui te valide, ou je sais pas d'où ça vient. Pygmalion aussi, un peu, le mythe de l'artiste qui va vous façonner. Ouais, c'est ça, exactement. Et voilà. Et après, ça a été JP Zadi, où on a basculé en stand-up. Et voilà, c'était encore une autre expérience. Qu'est-ce que MeToo a changé pour vous ? Alors, j'ai avalé ma salive parce que ça me fait peur, ce terme, parce que... Enfin, ça me fait peur. Je sais pas quoi dire. Je sais que, déjà me concernant, et puis même les femmes de mon entourage, quand ce mouvement a émergé, on a commencé à avoir une lecture un peu différente de nos vies, de nos vécus. Est-ce que vous avez vécu cette prise de conscience ? En fait, oui, c'est ça, c'est que je me sentais vraiment à distance de ça, et surtout, je me disais, mais quel courage, jamais je n'aurais osé faire ça. Quand ça arrivait, je me disais, mais les hommes ne se rendent pas compte à quel point ça demande du courage. Mais c'est même pas courage le mot, c'est un truc au-dessus. Parce que parler de son intimité devant tout le monde, et le faire, mais c'est fou. Ouais. Et ce que ça a changé pour moi, je sais pas, peut-être que ça a participé à ma prise de parole au Festival de Chaumont, peut-être. Mais je crois que c'était vraiment un burn-out que j'ai fait...
parce que c'est en train de me chauffer les oreilles, comme dirait tout bon boomer, mais une fois qu'on revêt les, je sais pas qui disait ça, mais qu'on revêt les lunettes du féminisme, c'est fini, on va plus la vie de la même façon, quoi. Et voilà. Alors je sais, parce que vous l'avez raconté sur Instagram et ailleurs, que la période qui a suivi a été très difficile. Moi, ça me fait penser à des femmes que j'ai interviewées dans le cadre du cycle Moi aussi et après, ou comme Flavie Flamand ou Vanessa Springora, qui toutes en fait disent on ne dit pas moi aussi sans être bien préparé, parce que la déferlante qui va suivre va être très violente. Et là, ce que vous me décrivez, c'est que ce geste, en fait, il était impulsif. Il était presque improvisé, parce que c'est ce que vous faites. Peut-être que vous auriez dû vous préparer, peut-être que vous auriez évité cette backlash si vous aviez mûri votre geste. Je sais pas, je vous pose la question. Je pense pas que il y aurait eu autant de spontanéité, et je pense pas que j'aurais pu le préparer, en fait. Parce que j'aurais voulu encore trop être dans le contrôle, j'aurais eu peur de déranger, et là, pour la première fois, j'en avais plus rien à foutre, quoi. Et je disais, c'est la première fois où je me suis dit, vous m'aimerez peut-être pas, mais vas-y, fuck, je m'en fous. J'étais vidée, et du coup, c'est là où j'ai été moi-même. Et si je l'avais anticipé, ça aurait pas été la même chose. Mais il y a eu de très belles choses, du soutien, de la sororité, des gens qui ont dit putain c'est trop bien, bravo, et des gens bêtes. J'étais à un repas là il y a pas longtemps, dans mes proches, les proches de proches, et on me dit mais te rends compte, on te tend la main sur scène et toi tu craches dessus et tu dénonces cette personne. C'est dégueulasse de faire ça. Et moi je me retrouve face à mes traumas à me dire ouais putain peut-être que c'est vrai. Alors que je sais qu'au fond j'ai bien fait de parler, quoi. On doit, je crois que c'est un devoir de parler maintenant pour changer les choses. Merde. En tout cas, on doit pas. Je veux dire, c'est toujours compliqué d'être dans l'injonction. Parfois, je comprends aussi que certaines femmes, moi la première, franchement, n'aient pas envie de dire publiquement. Mais grave, c'est clair. Parce qu'on n'a pas forcément la force ou pas forcément l'envie d'affronter les conséquences. Et puis, vous êtes bien placé pour les connaître, mais en tout cas, par contre, ce qui est certain, c'est que chaque prise de parole aide. Et vous avez aidé. Et pour ça, je vous dis merci. C'était important que vous le fassiez. J'allais dire avec plaisir. Ça n'a pas été du plaisir. Mais effectivement, je reviens. Vous avez tout à fait raison. C'est pas un devoir du tout. Ce que je veux dire, c'est que pour moi, c'est un devoir pour les artistes de parler de ça, quoi, qu'on l'ait vécu ou non. Ouais. On peut pas faire comme si ça n'existait pas. On a tellement un pouvoir aujourd'hui en tant qu'artiste que faut le mettre à un endroit, quoi. Vous vous sentez aujourd'hui un peu porte-parole ? Je me sens pas avoir les épaules, mais s'il faut l'être, je le suis avec plaisir. Mais bon, j'ai encore ce truc de vouloir m'excuser, parce que j'ai toujours pas envie de déranger. Et c'est horrible, je vais être honnête, mais j'ai envie de travailler. Donc j'ai pas envie que les gens se disent « Ah, mais c'est la meuf qui dénonce, qui fait... » Donc il y a toute une ambivalence où je me dis « Ouais, j'en ai rien à foutre. Je monte mes seins. » mais non, la réalité, c'est qu'il y a des hommes au pouvoir et que... Après, est-ce qu'on décide... il faudrait décider de pas travailler avec cette personne, mais c'est miné, quoi. Le terrain est tellement miné. Oui, mais justement, c'est là que je voulais en venir, c'est que petit à petit, votre entourage professionnel, il s'est aussi beaucoup modifié. On en parlait tout à l'heure, il y a quelques années, vous travailliez quand même beaucoup, principalement avec des hommes, et là, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de femmes qui sont venues un peu être des bonnes fées sur votre chemin. Je pense notamment à Marion Séclin, mais c'est fou. Une amie qu'on a en commun et qui vous a permis de participer à ce festival où je vous ai rencontré. Oui, non mais c'est vrai, là je parle que de manière négative, mais comme je le disais, ça m'a apporté du soutien de fou, et puis des femmes, mais vraiment des bonnes fées, des marraines qui te prennent sous l'aile, et t'as juste envie de faire un gros câlin et de dire oh, putain, c'est toi qui m'avais manqué depuis le début, parce que de se sentir enfin comprise des gens. Et puis Marion Séclin, elle, c'est pas la première, mais je veux dire, c'est elle qui en a parlé de ce harcèlement qu'elle a vécu. Mais et c'est vrai qu'à l'époque, on lui disait mais non, mais t'inquiète, c'est pas la vraie vie. Et ça, elle disait mais non, mais stop, si, c'est la vraie vie, le harcèlement, c'est la vraie vie. Elle a été vraiment pionnière sur cette question de cyberharcèlement. Exactement. C'est la première fois, je pense, que j'ai entendu le mot cyberharcèlement, c'était dans la bouche de Marion. Exactement. Ouais. Et c'était
C'était affreux. C'était affreux. Et voilà. Et donc, qu'elle me tende la main, c'était fou parce que je me sentais enfin comprise. Puis, ça fait du bien de s'entourer de femmes, quoi. Ça fait tellement du bien. Et elle m'a donné une carte blanche sur scène. C'est-à-dire qu'elle s'est pas dit, on vérifie, on check, qu'est-ce que tu fais? C'est, j'aime ce que tu fais, je te laisse, c'est un endroit safe où tu vas faire ce que tu veux, je te fais confiance. Ça fait trop du bien. J'en tremble. C'est ça la sororité. Ouais, c'est ça la sororité. J'avais une question, on arrive bientôt au bout de l'interview, mais sur votre utilisation des réseaux sociaux. Ouais. Moi-même, j'ai un rapport très amour-haine avec les réseaux, un petit peu compliqué. Et j'ai été, en fait, à la fois surprise et intriguée par, au moment où vous subissiez le plus de cyberharcèlement, le plus de violence, finalement, vous avez choisi Instagram, vous avez choisi, au contraire, finalement, de plus utiliser les réseaux sociaux. Là où, moi, par exemple, mon réflexe, c'est de les couper entièrement. Ah ouais, ok. Et voilà, je me suis demandé ce que vous aviez trouvé en fait dans votre communauté Instagram qui vous a consolé, qui vous a protégé. En fait, pour moi, c'était clair. Je voulais plus monter sur scène, plus du tout. Ouais. Mais je sais pas comment le décrire à chaque fois, mais j'avais l'impression d'être toute nue devant les gens et j'avais besoin de prendre de la distance. Et à la fois, j'adorais écrire des petits sketchs. J'en avais fait avec ma famille où on joue notre propre rôle et on est soi-même. Et j'ai pris plaisir à faire ça. Les gens ont adoré parce qu'ils savaient pas si c'était la réalité ou une fiction. Et du coup, j'en ai fait de plus en plus. Et ce que j'ai fait, parfois, j'avais des réactions, des haters du festival qui commentaient. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est très con, c'est que j'ai mis des mots-clés, genre pute, connasse, salope, machin, qu'on peut cacher. Qu'on peut masquer. Oui, il y a des outils, c'est bien de le rappeler. Il y a ça qui fait un premier tri. Après, il y en a qui passent au travers. Mais ça m'a permis vraiment de prendre de la distance, de continuer à créer, parce que c'est ce que j'adore, créer, l'humour, créer, etc. Et c'était une très bonne alternative qui m'a fait d'ailleurs... entre gros autres, parce qu'il y a eu d'autres choses, mais j'ai eu la chance de jouer avec Maxence, qui est un chanteur, et qui a un talent monstre. Et voilà, et on a fait un petit sketch ensemble, et je sais pas pourquoi j'ai dit ça. Ça s'est passé par Instagram, c'est-à-dire c'est aussi toutes ces rencontres que permettent... C'est pour ça que voilà. C'est pour ça que j'adore aussi Instagram. Enfin, je connaîtrais pas aussi bien votre travail si je vous suivais pas sur Instagram depuis plusieurs années. Ouais. C'est aussi ça qui fait que j'ai une sensation d'intimité avec vous. Ouais, c'est ça. Mais je trouvais ça intéressant de se dire que quand on veut plus aller dans le vrai monde, non plus monter sur scène, finalement, il y a cet espace-là où on peut aussi rencontrer un public, quoi. Ouais, j'ai l'image, en fait, c'est pas une grande porte où on peut voir la personne de tout son long avec tout son corps, c'est une petite fenêtre où on fait juste dépasser la tête et tout le corps est protégé. Et, c'est ça. C'est intéressant ce que vous dites sur le corps. Ouais. Et vous avez parlé de la chanson, et moi, ça m'a fait... Quand je vous ai entendu chanter la première fois, alors que pourtant, c'est pas votre voix. Quand vous chantez, vous n'avez pas la même voix que quand vous parlez, je veux dire. J'avais l'impression que justement, je vous entendais réellement pour la première fois. Ah ouais, mais moi aussi. Mais moi aussi, je me suis rendu compte que quand je chante, du coup, j'ai l'impression que c'est vraiment moi, en fait. Et du coup, c'est très intéressant parce que c'est un autre biais d'expression et que je chéris parce que j'ai l'impression de pouvoir enfin être moi, pas se cacher derrière des blagues, des sketchs, etc. Parler. Il y a un truc de très pur où voilà qui je suis. Ouais, c'est un peu de mon âme, quoi. Voilà qui je suis sans tous ces apparats de la société, ce qu'on attend de moi. Ouais, c'est impressionnant, je trouve. C'est courageux, c'est tellement... Enfin, chanter en public, c'est quand même quelque chose qui va chercher dans les tripes, non ? Au début, c'est dur. Hein. Mais il faut tomber sur la bonne personne. En fait, il faut s'entourer de gens qui nous font du bien, qui nous critiquent pas, qui nous poussent à être le meilleur de nous-mêmes, quand on en a envie, nous aussi, évidemment. Et puis, petit à petit, on se déglace et on arrive à faire ce travail de chanter jusqu'à devant un public. Mais c'est long, hein. Ouais. C'est comme... j'allais dire des épinards au congélo. L'image est horrible. Alors, je suis pas sûre de suivre, là, Sarah. mais c'est comme quand on met un truc au congélateur, c'est-à-dire qu'il faut du temps et comme dans la timidité, comme ces trucs de groupe où j'ai toujours eu du mal à m'intégrer, il faut se laisser le temps et respecter qui on est, quoi. Ouais.
Et du coup, la suite, c'est quoi ? On va vous voir sur scène avec des chansons, plus Donc moi, j'ai fait l'expérience, grâce à Marion Séclin, d'être sur scène à ce fameux festival. Et moi, j'ai envie de faire un spectacle. Moi, j'ai toujours eu envie de faire une comédie musicale. Les gens trouvent ça soit trop ambitieux, soit has-been, mais j'adore ça. Et ouais, j'aimerais me produire sur scène et raconter quelque chose, raconter de l'intime, chanter, faire rire, faire un mix de tout ça, parce que finalement, c'est différent, comme différents pouvoirs qui ont été comme dans le 5e élément. Vous savez, le rêve de boomer. Non, mais ça va, on est entre nous, c'est ok. Vous savez, il y a 4 trucs différents, le feu, l'eau, etc. Et peut-être que ça n'a pas marché parce que c'était tout... Enfin, ça n'a pas marché. Il sauve le monde à la fin, quand même. Hein. Ouais, mais... mince, j'ai fait un spoiler pour les gens qui l'ont pas vu, c'est pas cool. Non, mais justement, pour moi, là, peut-être que ça n'a pas marché ou que c'était en déséquilibre parce que les éléments n'étaient pas réunis. Non, mais là, je suis en train de... Non, c'est bon, je l'ai. C'est bon, voilà. Ouais. Et qu'en réunissant donc, l'humour, le chant, l'humour, l'intimité, la scène et voilà, bam, je vais sauver le monde. Allez, ciao. On compte. Drop the mic. On compte grave sur vous, ça. Mais voilà la suite. Est-ce que vous avez accès à votre chambre à vous ? Je sais même pas ce que c'est une chambre à soi. Je sais que Henri Salvador a fait une chanson là-dessus, non ? Ma chambre à soi, une chambre à soi, non, c'est pas ça. Alors, c'est une question rituelle de la poudre. C'est vraiment, vous répondez comme vous avez envie de répondre. À l'origine, je la pose, ça fait référence à Virginia Woolf. Mais oui. Voilà, qui a écrit ce texte qui est... Après, voilà, on n'est pas obligé de connaître. Qui, je pense, est assez fondateur, hein, dans lequel elle dit que, finalement, une femme peut pas créer, peut pas écrire si elle n'a pas un espace où on lui fout la paix. Ouais. Et où elle peut, écrire, réfléchir, penser, sans avoir ni un mec qui lui demande où sont rangés les céréales, ni un gosse à torcher. Elle dit aussi qu'il faut avoir un peu d'argent de côté. Ouais, en gros, elle explique comme ça, voilà. Enfin, bref, je vais pas vous faire du woman's planning. Ouais. Ça existe. J'imagine. Est-ce que vous avez accès ? Est-ce que vous avez cet espace où vous pouvez créer tranquille ? Ouais, bien sûr. Et ça m'a tout de suite fait penser, en plus, je pensais que c'était autre chose, mais ça m'a fait penser à mon chez-moi, en fait. J'ai un petit bureau noir et je crée, et c'est mon espace à moi et je l'adore. C'est vraiment mon cocon et c'est ma chambre à moi. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui écrivent dehors, dans des bars, etc. C'est impossible pour moi. J'ai besoin vraiment de ma chambre à moi. Ça évoque quoi pour vous, la poudre ? Ça évoque beaucoup de choses, mais la première chose que ça m'évoque, c'est la magie, en fait. C'est-à-dire, ça me fait penser à Cendrillon et sa marraine, où voilà, elle l'a fait se transformer en princesse. Et au bout de sa baguette, il y a de la poudre un peu qui sort. C'est aussi ce côté très enfantin de dire que d'un coup de baguette, on va devenir une princesse, que c'est aussi les contes, en fait, pour moi, la poudre. Et aussi, tu vois, à ces illusions dans lesquelles on est bercé depuis toute petite. Moi, c'est vraiment un truc, mais je me rends compte que c'est ancré, l'attente du prince charmant. Mais là, je vous parle... Pardon, je t'ai tutoyé, je t'ai vous voyez, c'est n'importe quoi. C'était sûr. Alors, je vous parle, mais je l'attends. Je vais sortir du studio. J'attendrai encore chaque œillade qu'on va me faire dans la rue. Je me dirai, c'est lui, parce que je me dis toujours que c'est quelqu'un qui va me compléter. Et c'est aussi ça, la poudre. Tu sais, la pincée, quoi, la pincée de poudre qu'on nous fout dessus, comme dans 30 ans sinon rien. Il y a un peu de poudre. Enfin voilà, ça me fait penser à quelque chose de beau, mais aussi à des illusions avec lesquelles peut-être il faut couper, quoi. La poudre aux yeux. C'est très beau. Merci beaucoup, Sarah. Frouch est une série originale Spotify, écrite et réalisée par Sarah Trey Stéphanie, avec Sarah Trey Stéphanie et Lorraine Bastide.